Cet épisode est une présentation de Chef Maison. Chef Maison, le meilleur traiteur, ça arrive sud de Montréal. Peu importe ta situation familiale ou ton besoin, ben Roger, le propriétaire, a un format pour toi. T'en veux-tu des choix? Familial 5 jours, monoparental 5 jours, individuel 5 jours, format grande famille. Familial 2 jours, monoparental 2 jours, individuel 2 jours, grande famille 2 jours. Puis là, je t'ai même pas parlé des forfaits lunch à part de ça. T'as juste à appeler au 438-872-9500. Puis mon ami Roger Yengang va se faire un plaisir de bien te servir. Parce qu'oublie pas, ça tu le sais, Chef Maison, la solution. Barbu de ville! Ben oui, la grosse barbe qui raconte des histoires. Hey, t'es là, toi. Bienvenue dans la jasette du barbu, épisode 366. Comment ça va? Il fait présentement 27 degrés à l'extérieur de nos studios, mais un temps ressenti de 39. Puis là, je te la fais un peu plus tard, parce que j'ai eu des choses à faire. Il est quasiment 4 heures, on est mardi. Bon, là, je te demande-tu si tu as fait ton lit. Il est 4 heures, mais moi, tu l'as demandé pareil. T'as-tu fait ton lit un matin? Comme David Goggin, comme Joe Rogan, comme Jean-Yves Lavoie, comme Vitaly Klitschko, comme Simon Chartrand, comme le Barbu de Ville. T'as-tu fait ton lit? Ah ah! Oublie pas, hein, faire son lit, c'est une micro-réussite. C'est la première réussite de sa journée. Ben non, t'as pas opéré à cœur ouvert, t'as pas été sur la planète Mars, mais t'as réussi le premier geste de ta journée. Voilà. Premier sujet, mesdames et messieurs, et oui, c'est officiel, it's official, je suis maintenant un habitant de Montréal. Oui, je suis un Montréalais. Qui l'aurait cru, qui l'aurait dit? Et à ce propos, je dois remercier mon cousin préféré, en fait, depuis toujours, mon cousin, mon partner in crime, avec qui j'ai joué des heures et des heures, des multitudes d'heures, à jouer à des jeux sur la console de Nintendo, la NES originale. On les a toutes faites. En tout cas, on a essayé de les faire. On a joué à Spy Hunter, à Mega Man. Tu te souviens-tu de Mega Man? On a fini ensemble Rambo. Hey, Rambo, du film là, avec Sylvester Stallone, pour tuer le boss de la fin, c'était un hélicoptère. Ça prenait 50 grenades pour le faire sauter. Ben, moi et mon cousin, on l'a fait. Ouais, on était bons ensemble. On était des bons partners. On a essayé de finir Kid Icarus, mais on avait bien de la misère. On a joué bien souvent à Goonies aussi. Puis à plein de jeux. Les Ninja Turtles, à Street Fighter, à Metroid de ce monde. Donc, mon partner in crime, mon cousin préféré, est venu m'aider à déménager. Et puis, on a fait ça, ça a bien été. Hey, on était dans la canicule, il faisait 40. On a fait ça, les deux, bing, bang, bang. On était portés les électros qui étaient finis, que je devais aller porter à l'éco-centre. On a jeté ce qu'on avait acheté, on a ramassé le reste, on montait ça à la Chine. Ça a super bien été, vraiment, là. C'est d'où là l'importance. Tu sais, pour moi, mon cousin, oui, c'est mon cousin, ça fait partie de la famille, mais je l'ai toujours considéré plus un ami qu'un cousin. Ben oui, c'est un cousin, évidemment, mais c'est un ami aussi, là, tu sais. Puis on s'était pas vu pendant longtemps. Puis quand on s'est revus, c'est comme si c'était hier. Ouais, c'était comme si c'était hier, puis on continuait nos conversations, puis
En tout cas, je veux remercier publiquement mon cousin sur les ondes de la Jazette du Barbu. Ben, je le sais qu'il écoute la Jazette aussi en plus. Donc, ben merci mon Steph. C'est très, 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 très apprécié. Et puis, ben, il a pu voir où est-ce que je vais habiter, puis tout ça. Puis il a vu mon coin, puis on était manger après ensemble un petit McDo, une petite poutine, parce qu'il était quand même tard, il était rendu 3 heures. Mais bref, ce fut bien le fun. On a eu chaud, on a travaillé fort. Mais ça a bien été, on était efficace, je dirais. Bref, oui, tu le sais maintenant, je suis un habitant de Montréal. Prochain sujet. Le dernier sous-écoute avec Thomas Levac et Philippe Audrey Larue Saint-Jean. Probablement le meilleur sous-écoute de l'histoire de sous-écoute. Et je pèse mes mots. Va écouter ça, c'est l'avant-dernier sous-écoute, je m'excuse, parce que là, il y a un nouveau avec Jonca. Oui, c'est ça. Bref, sous-écoute, Thomas Levac, Philippe Audrey Larue Saint-Jacques. L'épisode s'intitule Les Deux Princes, parce que c'est leur podcast aussi. Va écouter ça, c'est à pisser à terre, c'est drôle, c'est vraiment un bon épisode. Rien de trop intelligent, on s'entend, là. Mais, genre d'épisode que tu regardes puis que tu ris tout le long. En tout cas, moi, j'ai bien aimé ça. Les gars étaient drôles. Les gars se sont niaisés entre eux. À la fin de l'épisode, tout le monde ou presque était sous. J'ai bien aimé ça. Puis, tu sais, que tu connais mon amour pour Sous-écoute et Mike Ward. Va voir ça, tu vas adorer. Puis tu sais, je suis pas un grand fan de Thomas Levac, mais m'a donné à César ce qui appartient à César. Puis cet épisode-là, pour moi, c'est l'un des meilleurs de l'histoire de Sous-écoute. Va voir ça, puis donne-moi des nouvelles. Puis si tu veux m'écrire, tu peux m'écrire au barbudeville@gmail.com. Là, on envoie le jingle d'alimentation. On va avoir une chronique de l'ineffable Roger Yangong. Puis je reviens après. Puis là, ben, t'as entendu le jingle d'alimentation. C'est l'heure de l'ineffable, la légende, le mythe. Roger Yangong. Salut Roger. Salut Barbu. Yes. T'as-tu fait ton lit un matin, toi? J'ai pas fait mon lit parce que quand que moi je me lève, mon amoureuse est encore dedans. Fait qu'étant donné que ça m'a pris du temps de trouver la femme de ma vie, je l'étoufferai pas en faisant mon lit pendant qu'elle est dedans. Bon, il nous donne encore des défaites. Je suis sûr que David Gogan, Joe Rogan, Vitaly Klitschko, Jean-Yves Lavoie, Simon Chartrand, même si le bonne femme serait dans le lit, il ferait leur lit. Oui, il n'y aurait pas de bonne femme longtemps, mais bon. Mais moi, tu sais, comme on dit dans le domaine à Chambly, il est rond. Comment j'ai dit? Va donc crosser tes verres. Hey, là, ça, c'est... ça, c'est un inside entre moi et Roger. C'est bon, niché, bref. Mais si vous l'avez écouté, il l'a raconté. Fait que... Oui, voilà. Là, tu veux nous parler de la microbrasserie de Granby, Vroden. Oui, ben Vroden qui a annoncé cette semaine qu'ils arrêtaient leur opération au niveau de la bière. Il disait que le marché était beaucoup trop niché et beaucoup trop diversifié. Il y avait trop de diversité au Québec, c'était trop difficile là, de faire sa place et ils vont se concentrer maintenant sur la production d'alcool de riz dans laquelle ils ont commencé là, dans les dernières années et pour lequel ils ont eu un très grand succès. Je trouve ça super dommage. De deux, c'était une des microbrasseries que j'aimais vraiment beaucoup. C'était vraiment une microbrasserie qui se spécialisait dans les bières à l'ancienne. Ils n'ont pas été dans la mouvance là, des
des nouvelles bières où ce que t'as 83 saveurs de gâteau là-dedans. Moi, je suis pas, en partant, je suis pas sucré, puis j'embarque pas tellement là-dedans, là. J'aime beaucoup vraiment, là, autant du côté de la bière que du côté, là, foodie, quand je vais au restaurant. J'apprécie avoir, là, quelques saveurs bien exécutées, bien choisies, puis c'est un peu ce type de bière-là qu'ils faisaient. Et puis, malheureusement, là, je pense que ils se sont mis, ils sont un peu perdus là dans le tourbillon là des autres microbrasseries qui sont mis à faire des trucs là ultra flyés. Puis là, veut pas, il y a le marché de la bière là, qui descend tranquillement au Québec, là, ça s'en va tranquillement vers le hard seltzer. Ben ils se sont dit que ça valait peut-être pas la peine, puis que malheureusement la clientèle était peut-être pas là, c'était pas assez. Il y avait trop d'offres au Québec là, pour pouvoir tirer leur épingle du jeu. Fait que ils se sont concentrés, malgré des accolades internationales quand même, là, ils ont eu des beaux prix. Ils ont décidé de se concentrer sur l'alcool de riz. Intéressant que tu nous parles de ça. J'ai lu un article cette semaine, d'ailleurs, dans la presse, qui parlait des bières de microbrasserie au Québec, puis qui disait que la bière est en pente descendante, la vente est en pente descendante, justement parce qu'il y avait trop de microbrasseries là présentement. Ben, c'est parce que les microbrasseries on va avoir avantage à être là big fish in a small pond. Ils vont avoir avantage là, à essayer d'être là très présents au niveau local et essayer d'arrêter de se battre là, pour un espace de tablette là, sur les IGA à travers le Québec. Il y a beaucoup trop d'offres présentement. Là. C'est impossible qu'il y ait autant de microbrasseries qui soient à l'échelle là, du Québec au grand complet. C'est extrêmement gros le Québec et il y a énormément de microbrasseurs au Québec. Donc, ce qu'il faut qu'ils fassent, là, c'est de se concentrer sur le local, d'avoir une petite place à eux, d'être dans des petits pubs locaux, d'avoir, tu sais, quelques petites épiceries fines ou peut-être petits beer shops locaux, puis d'essayer là, vraiment d'être gros dans leur région. Là. C'est comme ça qu'ils vont survivre. C'est pas en essayant de mettre 3-4 canettes sur toutes les IGA du Québec, ça marchera pas. Là. Non, absolument, je suis bien d'accord avec toi. Tu vas juste dans les IGA de ce monde de présentement. Même chez Maxi, à cette heure, sont rendus avec beaucoup de bières de microbrasserie. D'ailleurs, chez IGA, je pense qu'ils en ont 400 sortes. Imagines-tu? Fait que t'imagines, ça c'est ça. Fait que là, imagine si tu vas avoir quelques saveurs, c'était une nouvelle microbrasserie, puis tu vas avoir quelques saveurs sur les tablettes, là. T'es pas tout seul, là. Il y en a en maudit du monde qui se battent pour avoir cet espace-là, ces tablettes, là. Fait que comment tu vas faire pour pouvoir te sortir du lot, puis, tu sais, je veux dire, c'est trop gros, là. Il y a trop de place où que tu peux acheter de la bière, puis tu peux pas être partout, là. Ça va être des coûts exorbitants pour sortir du lot, là. Ah, ouais, exact. Puis là, en parlant de ça, tu voulais me parler d'une bière de micro, de la micro Bill Boquet. Oui, le Bill Boquet à Saint-Hyacinthe, là, on avait dit qu'on parlerait d'une bière, ben c'était la Billy Bishop. C'est une IPA double. Je connais pas. Tu connais pas? Non. Et ils embouteillent, eux sont peut-être justement dans cette mentalité-là. Là. Je pense pas qu'ils se battent tant que ça pour être sur les tablettes là, du IGA en Gaspésie, là, tu sais. Fait que ils sont quand même reconnus là, localement à Saint-Hyacinthe. Ça fait longtemps qu'ils sont installés là. Ça doit être une des assez vieilles quand même microbrasseries. Le Bill Boquet, là, je serais curieux de savoir l'année de fondation parce que ça fait quand même longtemps qu'il existe là. Je connais Bill Boquet, Ouais. mais celle que tu vas me parler de la Billy Bishop, celle-là, je la connais pas. Ouais, ben en tout cas, c'est ça. C'est une IPA double, 8% d'alcool, 90 IBU, donc fortement houblonné, une belle amertume, mais ça a été extrêmement bien travaillé. Le choix des houblons a fait que ça a sorti énormément de fruits, beaucoup de saveurs de fruits exotiques, malgré une amertume à 90 IBU, 8% d'alcool, ça peut faire peur. Mais un très beau choix, une très belle exécution là, qu'ils ont choisi là, dans les houblons qu'ils ont pris. C'est une bière particulièrement savoureuse pour quelque chose d'aussi aussi fort quand même. Là. Roger, ouais. J'aimerais savoir ta note. Combien sur 5 Roger Hingong tu donnes à la Billy Bishop? Ben, ceux qui me suivent savent que habituellement, là, la majorité des bières que je vais goûter vont être entre 3 et 4 sur 5. Habituellement, quand que je m'en vais en bas de 3 sur 5, là, c'est quelque chose que je goûte pas. Puis à partir de 4 sur 5, c'est quelque chose là, que j'ai pogné là, qui se dit ouais, ça c'est à noter et à renoter. Eh ben, j'y vais avec un 4 sur 5 pour la Billy Bishop du Bill Boquet. Faites à noter. Si vous avez trouvé, je sais qu'elle est disponible en canette. Dans mon cas, j'y ai goûté. J'ai un kegerator, moi, à la maison, là, donc une petite pompe à bière. J'en parle d'ailleurs là, dans mes épisodes là, 2 et 24. J'ai eu cette bière-là en fût, moi, à la maison.
Des bières de microbrasserie comme ça peut faire une différence, qu'elles soient embouteillées, en canette et en fût. J'ai vu, là, j'ai fouiné un peu, là, puis c'est une bière là, qui roule peut-être, là, les gens donnent, si vous suivez, vous êtes un buveur de bière, l'application Untappd, c'est une bière là, qui va en moyenne là, dans les 3,5 sur 5, mais j'ai remarqué que la majorité des gens l'avaient pris là, en canette. C'est possible que la différence du fût, vu que c'est une bière là, extrêmement chargée, que ça y fasse une différence là, d'appréciation. Donc, je dis pas que c'est ça qui a fait de la différence, c'est peut-être juste mon appréciation personnelle, mais je tiens là, à noter ça parce que ça fait une différence, une bière en canette et une bière en fût. Très intéressant. Hey, merci beaucoup, Roger. Puis moi, je vais dire aux gens qui nous écoutent, aux auditeurs, là, il y en a beaucoup là, présentement de la France. Je l'ai souligné dans un de mes épisodes. Puis on les salue en passant. Mais en ce qui s'attrait à la Billy Bishop, je vais essayer ça. Tu m'as donné le goût à 4,5. Puis là, je vais dire aux gens que 4 sur 5. J'ai donné 4 sur 5, par exemple. 4 sur 5. 4 sur 5. Comme j'ai des contacts, moi, j'ai le keg de Roger, je l'ai déjà vu. Puis j'ai déjà vu de la draft chez eux. Mais ça, c'est trié sur le volet, mesdames et messieurs. Oh, il y en a eu quelques-unes bonnes. Là. Présentement, là, je suis chanceux. Là, j'ai un microbrasseur de ma ville natale à Cowansville et j'ai réussi d'avoir un keg là-bas. Donc, je bois de la Cocoa Beach. C'est en site une magnifique Pilsner Czech. Pilsner Czech est un style que j'adore particulièrement. Et là, quand j'ai vu là, que le brasseur de ma ville locale l'avait et qui était disponible en fût, je me suis gâté. Fait que là, je suis sur la Cocoa Beach là, de mon Cowansville natal. Ben, je comprends, t'en profites. En plus de la bière de Cowansville. Oui, monsieur. Roger, je te remercie. Toujours agréable, toujours le fun, comme d'habitude. Plug donc tes réseaux sociaux, mon ami. Le podcast Aliment Passion, on est présent sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Vous allez voir les photos là, de tout ce que je vous ai parlé. Sinon, le podcast est disponible sur toutes les plateformes de podcast, évidemment là, les plus populaires, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Sinon, sur absolument toutes les plateformes, on est là. Faites un petit like, abonnez-vous. Le podcast de la semaine va rentrer là, dans votre appareil dans la nuit de mercredi à jeudi et vous allez avoir là, toutes les suggestions foodie là, que vous allez pouvoir goûter là, pour votre fin de semaine. Yes. Merci beaucoup, Roger. À la prochaine. N'oublie pas de faire ton lit le prochain coup. C'est beau, Barbu. À la prochaine. N'oubliez pas tout le monde. Arrêtez de faire des recettes et cuisinez. Recording stopped. De retour après cette excellente chronique d'alimentation, on continue la Josette 366. J'espère que tu aimes les chroniques de mon ami Roger Hingong. Tu peux m'en faire part, toujours à la même adresse, au Barbudeville, @gmail.com. Autre sujet, en fin de semaine passée, il y a eu un gala du One Championship, qui est une fédération au Japon de MMA. Et, attends un instant. Bon, c'est ça, il y a eu un gala en fin de semaine passée. Puis la finale était dans les 135 livres entre Demetrius Mighty Mouse Johnson de Kirkland, Washington, aux États-Unis. Il affrontait pour l'occasion le champion du One Championship, Adriano Moraes. Il faut se rappeler qu'à leur dernier affrontement, c'était leur deuxième affrontement, leur dernier affrontement en avril 2021, Adriano Moraes avait remporté le combat par KO et coup de genou avait assommé Demetrius Johnson. Il y a eu une revanche. Ben, ce qui devait arriver au quatrième round, à 3 minutes 50 du quatrième round, un flying knee, un KO, avec un coup de pied à l'envolée par Demetrius Johnson, Mighty Mouse, sur Adriano Moraes. Ce bon vieux Johnson a repris sa ceinture à l'âge vénérable de 36 ans. Est-ce qu'on peut considérer Demetrius Johnson comme l'un des meilleurs de tous les temps? Un pound for pound. Ben, moi, je pense que oui. On peut le considérer dans les meilleurs de tous les temps, pound for pound, à côté de Georges Saint-Pierre. 31 victoires, 4 défaites, 6 victoires par KO, 19% seulement, 12 victoires par soumission, 39% de ses victoires, et 13 victoires par décision, 42%, et une nulle. Il a subi un seul KO, et c'était contre, évidemment, Adriano Moraes. Mais là,
One Championship, évidemment, va organiser un troisième combat entre les deux hommes pour décider quel est le meilleur des deux hommes, qui est le vrai champion. Ça va être un combat incroyable. C'est une belle trilogie. Et toi, comme moi, tu vois ça. Tu penses-tu que Demetrius Johnson peut battre encore de la même façon Adriano Moraes? Johnson a dominé ce combat, puis c'est un très beau combat. Puis je trouve ça intéressant de t'en parler. Je trouve ça le fun, parce que je te parle juste des combats du UFC. Mais il y a d'autres organisations qui font du bon travail à travers le monde. Entre autres, le One Championship, la PFL, la Bellator, la LFA. Il y a plein d'organisations qui font du bon travail. Les principales, je te dirais, comme d'habitude, One Championship, Bellator, PFL, c'est les grandes organisations avec le UFC. Ils font du bon travail, puis ils réussissent à tirer leur épingle du jeu. Puis c'est tant mieux, parce que ça donne du travail à d'autres combattants qui sont pas obligés d'attendre après le UFC. Même si le UFC, c'est mon organisation préférée. Pourquoi c'est mon organisation préférée? Je peux pas te dire que c'est parce qu'ils font attention à leurs combattants, c'est pas toujours le cas. C'est mon organisation préférée parce que c'est la NHL du MMA, c'est la NBA du MMA, c'est la NFL du MMA, MLB du MMA. Les meilleurs combattants se retrouvent là. Oui, il y a d'autres combattants qui sont ailleurs dans d'autres organisations qui pourraient être au UFC, évidemment, mais ils ne sont pas présentement. Mais si on regarde grosso modo à travers toutes les organisations, le UFC reste la meilleure organisation et de loin. Oui, j'aimerais ça voir Demetrius Johnson faire un retour au UFC, mais je suis pas sûr que ça va arriver. Il y a quand même un gros combat qui l'attend contre Adriano Moraes. Souvenez-vous qu'à l'époque, Dana White avait échangé Demetrius Johnson, Mighty Mouse, à One Championship, 1 contre 1, pour avoir Ben Askren. Quel flop incroyable. Le même gars qui avait été knocké par un flying knee de Jorge Masvidal. Tu te souviendras de ça. Bref, c'est pour ça que je voulais te parler de Demetrius Johnson. C'est un grand combattant. C'est une légende du sport. Puis il l'a encore prouvé en fin de semaine avec son spectaculaire flying knee le 26 août dernier à 3 minutes 50 du 4e round. Dernier sujet de la journée. Tout un sujet. Ça pourrait être pour Hollywood à Plywood. Laisse-moi te nommer toutes les blondes, les fréquentations qu'a eu le beau Leonardo DiCaprio. Il n'est pas juste occupé avec sa carrière, il est occupé avec les femmes aussi. OK? Je ne vais pas en ordre des filles qu'il a fréquentées, mais je te donne tous les noms, toutes les filles qu'il a fréquentées officiellement. Claire Danes, Naomi Campbell, Natasha Andridge, Bijou Phillips, Trishelle Kanata, Kida Jones, Eva Herzigova, Bara Raffaella, Anne Vitalichna, Blake Lively, Giselle Butchen, Ellen Christensen, Mandalina Gina, Alice Crawford, Erin Heatherton, Miranda Kerr, Kate Torres, Alessia Rybakova, Tony Garm, Katy Clary, Demi Moore, Rihanna, Kelly Roback, Laura Whitmore, Nina Agdil, Roxy Horner, Chelsea Weimer, Hella Ross, Victoria Robinson, Lorna Ray, Kristen Zhang, Bridget Hall, Juliette Perkin, Brittany Daniel, Paris Hilton et Camilla Moron. Voilà, vous les avez toutes, les 36 filles, femmes que Leonardo DiCaprio a fréquentées. Mais quand même. Alors, j'espère que ces femmes se sentent uniques quand même, là, si on regarde ça grosso modo. Mais bref, je trouvais ça... J'ai vu l'article, puis je trouvais ça spectaculaire, puis je pouvais pas m'empêcher de vous en parler, puis de vous faire la nomenclature de toutes ces jolies dames. Vous pouvez aller voir ça, là... Prenez les noms que je vous ai nommés, puis allez voir ça sur Instagram. C'est toutes des belles mesdames. Puis, sur les 36, là, je te dirais qu'il y en a une trentaine que c'est copier-coller qui se ressemblent, là, minces, blondes. Ouais, c'est drôle, hein? Toujours le même type de femme, mince, blonde, filiforme, petite poitrine. Tu vois le genre, là. Un peu à la Charlotte Cardin, un peu à la... des noms, là, mis à part rien, un peu à la Paris Hilton, mais moins vulgaire, plus chic, classique. Tu vois le genre, hein? Bon, bref, tout ça pour dire que notre Leonardo DiCaprio, il a pas chômé après le Titanic
il n'est pas tombé dans l'eau, il s'est pas naillé. Non. Lui, il a fréquenté des dames. Pas comment il a eu le temps de fréquenter autant de dames en si peu de temps. Mais quand même, le gars, il n'a pas 50 ans, là, puis il a 36 fréquentations. Hey, c'est du stock. Comme on dit, là, c'est beaucoup de temps dans une vie que tu sois un homme ou une femme. Commencer à fréquenter quelqu'un, tu sais, les débuts, puis bon, etc. Tu comprends ce que je veux dire? Bref, Leonardo, c'est un maître dans le domaine. Sur ce, c'était la jasette du barbu 366. Je te souhaite le plus beau mardi de ta vie. Luc Normand, CPA. C'est plus qu'un comptable, c'est un gars de terrain. C'est un représentant financier. Luc Normand, CPA, couvre le Québec, l'Ontario, les Maritimes. C'est un VP virtuel aussi. Financement, subvention, production, vos RH, la paye. C'est simple, Luc Normand, CPA.